leen ak jàmm, chers internautes sur Warkha TV, très ravi de vous recevoir dans votre émission Point de vue féministe. am naa mbégte ci jano wi ak yéen ci seen deuxième épisode toujours ci suñu série bi nga xam ni dañ koy def autour des politiques qui tournent autour du contrôle du corps des femmes dans une société patriarcale. Vous avez dit que bu ñu ñëwee ci sujet bi concerné la femme ak toute la pression, les politiques de domination yu société bi di exercer sur son corps, dañ fay taxaw def fa 6 épisodes et chaque épisode dinañu ànd ak une experte, une militante féministe pour partager ak ñun ces réflexions. Tey nag ñu war a waxtaanee li nga xam ne nii mooy les systèmes légaux qui ont, on peut le dire, régulé quand même le corps des femmes. Gannaaw bi ñu waxee la médecine, la psychologie, on avait ici la fois passée Khaira Thiam, vous l'avez suivi certainement. Tey on a le plaisir de recevoir Madame Dieynaba Diémé, nekk juriste, nekk féministe, et nous allons parler des systèmes légaux, juridiques, légal, maanaam réew mi nu ñu ko tënkee, charte yi, aada yi ak charte yi ak yoon gi ñu teg googu ñu teg yoon, ban impact la am ci corps de la femme, naka lay restreindre quelque part les libertés des femmes, ci loolu la ñuy waxtaanee tey. Mais laata loolu, Dieynaba, je suis très contente de te recevoir et merci d'accepter cette invitation. Merci aussi pour le déplacement et am nañ kontaante ci dalal la fii ci Warkha TV. Merci Warkha, merci ñu ngi lay jaajëfal pour liggéey ba ngay def di nuyu suñu internautes yi. Voilà, si rencontre bi tey mu mën am plaisir am mbégte ñëw tey ñu waxtaanee benn sujet boo xam ne dafa am solo lool sur le droit d'une manière générale au niveau du Sénégal, au niveau africain, mais aussi au niveau international, qui doit tourner évidemment sur le corps des femmes. C'est vraiment un plaisir et te remercier pour le travail que tu es en train de faire. Merci beaucoup. Et je te remercie aussi également pour ton engagement, ta pertinence et vraiment pour aussi le travail que tu fais, parce que nous savons que c'est à nous de nous battre, c'est à nous de visibiliser l'injustice, les inégalités, d'en parler, de faire de ça un combat. Sinon, on ne s'en sortira pas, parce que, comme nous sommes dans une société patriarcale, et ça veut tout dire. Alors, Dieynaba, dëkk bu si nekk dañ ko tënk ci ay loi. Et je pense qu'on en a parlé ici parce que def nañ épisode sur le patriarcat. Et depuis qu'on a inauguré, je peux le dire ainsi, la gestion patriarcale, genre depuis bi nga xam ne système dëkk boo dem système boobu moo fa nekk, dañu teg ay normes, teg ay aada, teg ay gëm-gëm, teg cosaan, teg diine sax parfois pour xool naka la ñuy contrôler le corps des femmes. Parce que si ni ngeen ko xamee, quand on parle de patriarcat, c'est vraiment cette domination ou le privilège boobu ñu jox les hommes au détriment des femmes. Mais ci mécanisme de contrôle yooyu, parce que si la ñu nekkoon depuis épisode 1 wax nañ socioculturel, wax nañ religion, wax nañ médecine, tey dañuy wax la juridiction. Donc ci mécanisme yooyu noonu naka pour yow la ñu mën a wax ni naka la ñu tëggee, comment on a en quelque sorte élaboré des lois dans une perspective, wala en tout cas ñu mën a jàpp ni ça peut être lu comme des lois yoo xam ne dañuy am impact sur la liberté particulièrement des femmes. Alors, merci Warkha pour cette question. Quand on parle de liberté, c'est assez vaste. Oui. Et c'est d'une manière générale sur les femmes. Mm-hmm. On va parler de liberté, comment aujourd'hui nos lois restreignent la liberté des femmes. On commence par le code de la famille, qui nous dit aujourd'hui au Sénégal, on n'a pas le droit de sortir de ce pays avec notre enfant sans l'autorisation du père. Donc ça, c'est discriminatoire et ça restreint en réalité, nous en tant que femmes, nos libertés de mouvement d'abord. Et pour nous, c'est discriminatoire à l'égard des femmes et des filles de manière générale. On va aussi parler de cette liberté qu'on a aujourd'hui, nous, en tant que jeunes ou jeunes filles d'une manière générale, de continuer nos études, d'aller à l'université, espérer être ministre, député, whatever. Mais on nous dit aujourd'hui au Sénégal, la question des mariages des enfants est une réalité. Et c'est une réalité qui a été reconnue même dans notre code de la famille. Si on va voir notre code de la famille, il est clairement dit qu'on peut marier une fille à l'âge de 16 ans. Ouais. Si on fait l'interprétation même de l'article 200 du code pénal, on peut marier une fille à l'âge de 12 ans, 11 ans. Ce qui veut dire aujourd'hui, cette liberté de cette jeune fille-là est restreinte. Parce que tout simplement, elle ne peut pas aller... Quand tu es mariée, tu vas te marier, tu auras des enfants. Elle ne peut même pas aller à l'école. Elle ne peut pas continuer à rêver. Ses rêves même sont bafoués. Elle ne peut pas rêver d'être
présidente de la République et tout, juste pour dire que comment, en fait, en réalité, nos libertés en tant que femmes ont été régies par des hommes. Parce qu'il faut le rappeler, les lois ont été régies, ont été élaborées par des hommes. Et pour les femmes, parce que c'est des hommes qui légifèrent, qui nous disent que vous, en tant que femme, vous devez vous marier à l'âge de 16 ans, à l'âge de 11 ans et tout. Donc, juste pour dire qu'aujourd'hui, ça restreint la liberté des femmes d'une manière générale. Aujourd'hui, nous, en tant que femmes, on n'a pas le droit au niveau du Sénégal de recourir à l'avortement médicalisé. Pire, les femmes victimes de viol ou d'inceste, elles ne peuvent pas recourir à l'avortement médicalisé parce que c'est tout simplement interdit par l'article 305 du Code pénal. Pire encore, on te dit, si ta vie elle est en danger, toi en tant que femme, tu es en état de grossesse, ta vie est en danger, on te dit, ah ben, pour te faire avorter, parce que tu es en état de grossesse, ta vie est en danger, peut-être voilà, la grossesse a commencé à un moment de ta vie où, scientifiquement parlant, tu ne peux pas continuer la grossesse, que tu sois mariée ou pas. Mais on nous dit, même si ta vie est en danger, il faut attendre. Attendre quoi? Attendre 3 médecins pour dire qu'en réalité, oui, Djeynaba Ouaha, ta vie est en danger, on va consulter 3 médecins. Peut-être avant même d'avoir les 3 médecins, Djeynaba sera morte. Et en travaillant sur ce protocole que le Sénégal a ratifié, a signé au niveau sur-régional, il est clairement dit sur la question de l'avortement, à travers l'article 14.2c du protocole de Maputo, que les États devraient mettre en place des mesures nécessaires pour permettre aux femmes victimes de viol, d'inceste, ou même si leur vie ou leur santé est en danger, de pouvoir recourir à l'avortement médicalisé. Et malheureusement, en Afrique, je parle de l'Afrique et du Sénégal d'une manière générale, les femmes victimes de viol ou d'inceste d'une manière générale n'ont pas la latitude tout simplement de pouvoir recourir à l'avortement médicalisé. À quel moment on va se réunir pour dire qu'on va élaborer des lois uniquement pour réfléchir sur comment la femme doit mettre au monde, comment la femme doit faire, qu'est-ce qui est valable, qu'est-ce qui n'est pas valable. Et je pense que même le fait d'avoir élaboré des lois de ce genre nous montre carrément quand même qu'il y a cette volonté de contrôle sur le corps des femmes. Parce que souvent, ce qu'on nous demande, l'exigence ou la rigueur que la loi semble avoir sur les femmes, ce n'est pas le cas quand on voit les hommes, par exemple. Exactement. Mais c'est tellement vrai. À un moment, il faut... Oui, c'est vrai que c'est des contextes bien déterminés qui vont permettre aujourd'hui d'avoir des lois. Je vais reculer un peu, en fait, parce qu'il faut parler aussi du corps des femmes. Je me rappelle, en écrivant, je suis en train d'écrire un article, on s'est rendu compte à quel moment on va dire que le viol, maintenant, c'est un crime de guerre, en fait, d'une manière générale. Parce qu'à un moment, il faut le dire, le contrôle des femmes est politique. Le contrôle du corps des femmes est politique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait, ce que les soldats faisaient, c'est quoi? C'est prendre des femmes d'une autre communauté où elles étaient violées, stérilisées, mariées forcées et tout, pour asseoir la domination envers une communauté bien déterminée. Donc, c'est juste pour dire que depuis des années, le corps des femmes a été politisé. Le corps des femmes était vraiment l'arme de guerre pour dire qu'on est des hommes, on a gagné et tout. Donc, c'est en 90 que les États, d'une manière générale, se sont dit, ah bon, tu t'imagines, c'est en 90 qu'ils se sont dit, ah bon, il y a un problème. Ouais. Il faut criminaliser ça. Donc, c'est des actes de barbarie. Il faut criminaliser ça. Parce qu'il y a un problème. Et maintenant, oui, dans un état de droit, il y a des problèmes, il faut résoudre ça, en fait. Et le problème se situe à un niveau, quand, en fait, les femmes sont concernées, c'est seulement les hommes qui vont parler pour ces femmes-là. C'est ça où se situe le problème. Aujourd'hui, on est en train de parler du code de la famille. Et qu'il y avait une seule femme qui était là pour défendre les femmes, ou bien pour parler au nom des femmes. Une femme, en fait, sur combien d'hommes? C'est juste pour dire que c'est des hommes qui étaient là, c'est des hommes qui parlaient pour nous. C'est comme s'ils pouvaient enfanter, c'est comme s'ils voyaient leurs règles, c'est comme s'ils pouvaient sentir ce que nous ressentons. Moi, je pense que la plus grande frustration des hommes, ça je le dis comme ça en termes de provocation, c'est le fait de ne pas pouvoir mettre au monde des enfants. Moi, je me dis ce que cela aurait été si les hommes pouvaient en fait porter une grossesse, en fait. Quel droit allons-nous avoir sur ces enfants-là? Parce que comme si on se réfère au code de la famille, tu vas voir que donc nous, en tant que femmes,
femmes, on fait des enfants pour qui... littéralement, on fait des enfants pour les hommes, en fait. Parce que ginnaaw bi ñu ko ëmbee ba mu génn amatuñu benn droit sur cet enfant-là. On n'a pas le droit de voyager, on n'a pas le droit de lui donner... je sais pas moi. Non, mais commençons par... On a le droit, mais des fois, tu vois, en fait, la culture est des aussi droit de telle sorte qu'on se perd. Tu vois, culturellement parlant, moi, c'est Dieynaba Diémé. C'est le nom de mon père qui ne m'a pas porté. Fatou Warkha, tu as le nom de ton père qui t'a pas porté, en fait. On limite, les noms de nos mères vont disparaître, en fait. Juste pour dire, en fait, le pouvoir, en fait, que les hommes ont sur les enfants qui n'ont même pas accouché en réalité. Il faut le dire. Et que aujourd'hui, ça a été matérialisé d'une manière générale par nos législations d'une manière générale. Et aujourd'hui, pour moi, aujourd'hui, c'est pas interdit de donner en tant que femme aujourd'hui ton nom de famille à ton enfant. Mais imagine, culturellement parlant, comment tu vas être. À chaque fois que cette société élabore des normes, elle fait de sorte que ces normes-là vont être des normes à magnifier, ça ou rien. Par exemple, on a parlé de la maternité, le fait qu'on a fait de sorte que si la femme n'arrive pas à avoir un enfant, c'est comme si elle avait raté sa vie, alors que tel peut ne pas véritablement être le cas. C'est aussi ça, quoi, tout ce mutisme-là, ou tout ce tabou qu'il y a entre le fait de donner son nom à son enfant, alors qu'en réalité, tout ceci est venu avec le colonialisme. Parce qu'en réalité, en fait, tout ceci est venu avec le colonialisme. Parce qu'en réalité, dans, je pense, l'Afrique, avant la venue du colonialisme, il y avait cette possibilité-là. C'est pour ça que tu vas retrouver même dans certaines sociétés, en Afrique, en tout cas pas au Sénégal, en Afrique, je pense, tu vas retrouver dans certaines sociétés où la femme peut donner, par exemple, son nom à son enfant. Tu vas te retrouver dans des endroits où, par exemple, quand l'enfant est né, l'enfant va avoir deux noms, le nom de sa mère et le nom de son père. Donc, nous, on avait, je pense, bon, je sais pas, je vais pas dire que le matrilinéaire ou matriarcal est vraiment ce type de société qu'on prône, non. Parce qu'en réalité, on ne sait pas ce qu'on met dedans quand on parle de matriarcat ou de matrilinéaire. Pas énormément de choses, en tout cas. Mais ce qui est clair est que c'était des pratiques qui existaient, en fait. C'était des pratiques qui existaient. Et de ce point de vue, on peut se dire que donc, toutes les lois-là qui ont été régies par les hommes, aujourd'hui, si on voulait par exemple faire le travail à l'inverse, dire ok, on va essayer de voir les lois discriminatoires à l'égard des hommes. Qu'est-ce qu'on va trouver? Est-ce qu'on va trouver? Moi, en fait, en tout cas, on n'a pas fait ce travail, mais je ne pense pas qu'on va trouver de grandes choses, même si on trouve, voilà, deux ou trois, mais bon, je ne pense même pas. On n'a pas fait ce travail. Mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, on a eu à faire ce travail-là avec... Et je le rappelle, c'est le ministère de la Femme qui est devenu ministère de la Famille et de Solidarité qui avait fait ce travail de voir au Sénégal quels sont les articles qui sont discriminatoires à l'égard des femmes et des filles. Et on a un document qui montre les articles discriminatoires à l'égard des femmes et des filles. Aujourd'hui, même dans cette liberté-là, je rappelle une chose aujourd'hui. Dans le code de la famille, il est clairement dit le choix du domicile conjugal est choisi par l'homme. Oui. Donc, ce qui veut dire aujourd'hui, moi, si je me marie, c'est l'homme qui choisit là où je dois vivre. Oui. Et si moi, en fait, je suis affectée dans une autre ville et tout, je suis obligée d'aller voir le juge, en fait, avec la procédure. Et est-ce que vous imaginez, en fait? Donc, avec les hommes qu'on a, les hommes sénégalais, ils vont en profiter pour en faire, voilà, d'autres choses qui en réalité, voilà, vont nuire à la femme. Autre chose pour moi qui est important dans tout ce qui est législation, on va en parler, c'est la question de... Je reste sur la question de l'avortement. Parce qu'on est en train de dire au Sénégal, l'avortement en cas de viol ou d'inceste n'est pas du tout autorisé pour les femmes. Même si ta vie est en danger, voilà. Il faut des conditions à travers l'article 35 du code de déontologie, c'est-à-dire avoir 3 médecins et tout. Mais même dans les pays où on a l'avortement est autorisé, en fait. Le problème qu'il y a, en fait, parce qu'il y a des pays, on va prendre, parce qu'on aime bien prendre l'exemple du Bénin, parce que, voilà, qu'on ne le voit pas, ils sont assez avancés sur tout ce qui est... tout ce qui est question de droit, surtout sur la question de l'avortement. Aujourd'hui, au Bénin, elles peuvent recourir à l'avortement. Mais les obstacles sont énormes pour les femmes. Oui. Les obstacles économiques, les obstacles, j'ai envie de dire, géographiques, et la société qui est là. Maintenant, comment on est discriminé? Je prends l'exemple d'une Béninoise. Moi, Dieynaba, en tant que Béninoise, en fait, je suis dans une ville où il n'y a presque pas de médecins.
ou bien les personnels de santé immédiats qui n'ont pas cette formation de faire l'avortement sécurisé, comment je vais faire? Il faut que je me déplace d'une ville à une autre, en fait. Et ça, c'est problématique. Autre chose, comment la femme qui a été victime de viol ou d'inceste, ou bien la femme qui tout simplement s'est dit que moi, c'est une grossesse non désirée, j'ai envie vraiment d'avorter dans d'autres pays et tout, comment tu es stigmatisée? Comment aujourd'hui on te voit comme une criminelle en réalité? Et j'ai bien aimé quand on parle du triangle de feu, comme l'émission que tu as, le film que tu as eu à faire sur cette question-là, en fait. Parce qu'au final, qui est la perdante? C'est la femme. Ouais. On te dit aujourd'hui, l'avortement en cas de viol ou d'inceste au Sénégal, je reviens au Sénégal, est interdit. Et que si c'est interdit, les femmes qui sont victimes de viol ou d'inceste, comment elles vont faire? Pour la plupart, elles vont recourir à l'avortement clandestin avec ses conséquences. La mort, tu vas mourir. Après, c'est qui perd? C'est toi et ta famille. Et mais l'homme qui t'a engrossé, il est où? On ne le cherche même pas en réalité. Yeah. Ou bien on va te trouver en prison. L'homme qui t'a engrossé et qui a dit non, mais il est où dans tout ça? À moins qu'il soit complice et qu'il est avéré que voilà, sa complicité est là. Ou bien tu vas avoir une stérilité à vie, tu ne peux plus avoir d'enfant. Juste pour dire que dans toute cette législation, c'est la femme qui perd. Autre chose sur... au Sénégal, je reste toujours au Sénégal sur la question des lois. Il est dit au Sénégal, à travers l'article 196, l'interdiction de recherche de paternité. On interdit à des femmes aujourd'hui qui ont des enfants hors mariage d'aller chercher le père de l'enfant. Ouais. Est-ce qu'on imagine ou derrière, on est en train de dire, si tu es victime de viol, ma soeur, il faut la garder obligatoirement. Oui. Est-ce que en fait, les gens se rendent compte en fait, de ce qui se passe en fait? Là, on te dit garde l'enfant obligatoirement. De l'autre côté, l'article 196 te dit, mais non, mais tu n'as pas le droit d'aller chercher le père de ton enfant. Et l'enfant dans tout ça, en fait. Ouais. Et tu vois comment, en fait, ces codes-là ont été élaborés, et je dis par les hommes, bien sûr, pour contrôler le corps des femmes. Et encore que Dogumala, si l'enfant est né, la femme peut lui donner son nom, mais à la place du père, on ne va rien écrire. Comme si nous marquait l'enfant, comme si on voulait indexer l'enfant là. Et cet enfant-là, avant d'être né même, est exposé et va vivre une vie de calvaire. Exactement. Juste pour dire que comment nos lois sont discriminatoires à l'égard des femmes. Et je vais plus loin. Je vais sauter la question de l'avortement pour aller plus loin sur la question de l'excision, des mutilations génitales féminines. Aujourd'hui, le but derrière, c'est quoi? C'est le contrôle des corps des femmes, c'est le contrôle du plaisir, de la sexualité, du plaisir de la femme. Qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, le clitoris fait partie des éléments pour le plaisir de la femme en matière de sexualité. Je ne suis pas sexologue, mais on le sait quand même. On le sait, on en a parlé. On le sait et tout. Et c'est quoi derrière? On dit, oui, on va enlever, soit partiellement, soit totalement. Tout simplement parce que c'est des hommes qui se lèvent du jour au lendemain pour dire qu'on enlève. Heureusement, juridiquement, au Sénégal, on a une loi de 99 qui interdit les mutilations génitales féminines. Mais combien de décisions de justice qu'on a? Minime. Ouais. Parce que tout simplement, l'État du Sénégal ne prend pas ses responsabilités. Parce que la loi est là et la loi, j'ai envie de dire, n'est même pas appliquée. Parce qu'on voit dans nos communautés, les gens du Sud, les gens du Nord, dans toutes les communautés où on pratique l'excision, on est en train de continuer de pratiquer l'excision. Et l'État le sait, parce que l'État est la personne, ou bien j'ai envie de dire, est la personne la plus informée. Évidemment. Et qu'il ne prend pas ses responsabilités pour aller dire aux personnes-là, venez répondre de vos actes. Pire, on est en Afrique, on est des pays frontaliers. On prend l'exemple de la Gambie. Où les hommes, j'ai envie de parler de ça, du jour au lendemain, ils se sont levés pour dire que abrogeons la loi la loi interdisant les mutilations génitales, en fait. Alors qu'on parle d'intégrité corporelle je pense, dans la charte des droits de l'homme. On le parle un peu partout dans nos constitutions, en fait. Et le pire, c'est que le Parlement est allé même pour parler de cette question. C'est inadmissible à mon niveau. Pour moi, on ne doit même pas se poser ces questions des droits humains aussi fondamentaux pour la femme. Et au Sénégal, oui, on a une loi.
Mais cette loi-là, en fait, n'est pas appliquée de un. Cette loi n'est pas connue de la communauté. Autre chose, aujourd'hui, les mutilations génitales transnationales ne sont pas du tout interdites. Ouais. Et le problème, c'est quoi? Si on prend l'exemple du Mali, qui est un pays qui n'interdit pas les mutilations génitales, qu'est-ce qu'on va faire? Le Sénégalais qui part, ou bien le Gambien, ou bien la Gambienne qui part exciser son enfant au Mali, il n'y a rien en fait. Non. Et aussi bien au Mali, en Guinée, dans tous ces pays du Sahel, il n'y a pas une loi transnationale qui va interdire en réalité ces mutilations qu'on va faire dans un autre pays où l'excision n'est pas du tout interdite. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, même si on a des lois au niveau du Sénégal, mais en fait, comment on vit, comment on est en communauté, comment les communautés peuvent se déplacer d'un pays à un autre, en fait, on n'est pas à l'abri. Okay. Juste pour dire que aujourd'hui, l'État du Sénégal, avec les autres États du Sahel d'une manière générale, doivent s'asseoir et voir comment ils peuvent travailler de telle sorte à d'avoir une loi, je dis même, ou bien l'inscrire même dans nos constitutions, de telle sorte qu'une tierce personne, des hommes ne vont pas se lever du jour au lendemain et dire que, abrogeons cette loi-là, mettons une loi qui va permettre aussi aujourd'hui d'exciser nos filles d'une manière générale. Bon, et en général, quand on voit ces genres de choses, par exemple, si on reste sur ce qui s'est passé en Gambie, on a vu qu'il y avait des femmes qui se sont mobilisées et tout. Mais quand on contrôle, comme le dit Sarah Ahmed, quand on contrôle les idées, l'esprit d'une personne, on n'a pas à se soucier de ce qu'elle fait. Évidemment, si on fait une société, d'un côté, ci li baax ak li bon selon tes intérêts, nga jël nit ki éduquer ko, instruire ko, jox ko loolu ba mu intérioriser ko. Tu peux pas. Aujourd'hui, tu vas voir, c'est comme quand on va se dire, OK, c'est des femmes qui pratiquent cette excision-là. OK, ces femmes-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a contrôlé leur corps parce que ce contrôle-là du corps des femmes, au-delà d'être physique, il a d'abord été mental. En fait, c'est dans ta tête avec ce qu'on te dit comme norme, ce qu'on te dit comme valeur, ce qu'on te dit comme li baax ak li bon. Ba nga xam ni yow, tu n'as pas besoin de... Voilà, finalement, tu trouves que c'est normal parce que il faut, sur la question de la mutilation génitale féminine, c'est quoi? Au début, qu'est-ce qu'ils nous disaient? C'est la religion. Ouais. Ils nous disent que oui, c'est la religion qui dit qu'il faut exciser et tout. On est parvenu par démontrer que c'est faux, en fait. C'est pas la religion. Et maintenant, tu t'imagines une personne qui a été socialisée comme ça, des femmes qui ont été socialisées comme ça dans une communauté où on leur dit que moi, en tant que ta mère, je subis ça et ça va, il n'y a rien derrière et tout. Moi, en tant que ta grand-mère, j'ai été gardienne de la culture, de la tradition. Toi, tu as été socialisé, formaté de telle sorte que tu te dis que obligatoirement, c'est une pratique qui doit demeurer. C'est une pratique que je dois léguer à mes enfants, à mes petites filles et tout. Et derrière, les conséquences. Mais parce que les conséquences, on parle seulement, en fait, oui, peut-être le plaisir, mais les conséquences derrière des mutilations génitales, on en parle. Comment aujourd'hui, quand on excise, je ne suis pas médecin, mais tout le monde sait qu'aujourd'hui, les mutilations génitales ont des conséquences néfastes sur la vie de la femme. Hormis la question du plaisir, mais les infections, on en parle. Les infections, les fistules obstétricales. Les fistules, tu es abandonné en fait. Il n'y a pas de mesure d'accompagnement. Il n'y a rien. Au Sénégal, c'est seulement à Dakar qu'on peut comment on dit ça? J'ai pas envie d'utiliser le mot réparer, qu'on peut te soigner. Et tu vois, moi, la personne du Sud, ou bien moi, la personne qui habite à Sédhiou et qui a été victime de ça, et que j'ai des complications, des fils, comment je vais faire? Je viens à Dakar. Avec les conséquences. Il est bédi. Parce que tu ne vas pas sentir... Voilà quoi. Non. Donc, les gens te bédient d'une manière générale. Ouais. Et moi, de ces pratiques-là, la lecture féministe que je... un petit moi, juste que... OK, quand, par exemple, quand on a des lois pour restreindre leur liberté, la société est organisée de sorte que loi yoy da fay favorable, da fay pratique, des listes quoi, ça passe. Mais quand on a des lois yo xamni ni da fay jamarlo ak toutes ces règles et trucs là, il y a rien en fait. Il y a rien, da fay donte que on a cette loi aujourd'hui moy li ngay wax qui interdit ou qui criminalise les mutilations génitales au Sénégal, mais il y a rien derrière. Les gens continuent à le faire
parce que quand tu contrôles la pensée dafa am lu ëpp solo wala lu gën a diis ces lois là institutions mais c'est parce que avant d'être sur le papier ça a été dans la mentalité dans nos cultures moom la ñuy yeewoo moom la ñuy fanaanoo c'est ce qu'on met dans une femme vertueuse une femme pure tey jii on va se dire si tu n'es pas excisé dans certaines localités t'es pas pure et c'est pas toi qui va servir à manger loolu faute duñ ko sol tu vois stigmatisation de sorte que yow si sa jëmu bopp parfois tout en cherchant tous les risques toutes les conséquences c'est toi qui vas dire je veux parce que parce que moi j'ai été en Guinée hein, et je me suis retrouvée dans une situation où je faisais partie des très... C'était l'exception de ne pas être excisée parce que je venais du Sénégal. Eh bien, tu vas voir, tout en cherchant, parce que c'est des femmes qui vont te dire, OK, moi, côté sexuel, il y en a même qui avaient dit, elle est mariée, et qu'elle dit, ouais, je regarde le plafond, hein. Je regarde le plafond. Quand le mec est sur moi, je regarde le plafond, en fait. Genre... Il n'y a rien qui me concerne dans cette chose-là. Parce qu'on a enlevé la partie importante. Et puis elle sait. Tu vois, mais dundee day dem ba dundee yooyu noonu maanaam gëmm sa bët ci ay plaisir ci ay kii muy gën a yomb beddi gi ñu lay beddi ak ni ñu lay jëlee génnee la parce que tout simplement t'as pas été excisé. Aujourd'hui, quand on parle de l'autorisation de l'avortement médicalisé, avortement rek, la procédure de mettre au monde ou pas rek, gis nga tout ce qu'il y a autour de ça. Gis nga tout ce qu'il y a autour de ça ba yow tu es violé ou victime d'inceste, mais si on t'attrape pour ngay def avortement, yow la ñuy tëj. Te cette société qui devait se révolter va trouver normal ça. Exactement. En fait, comme tu l'as si bien dit, hein, les lois, oui, mais il faut les mesures d'accompagnement. Et les États, je parle de l'État du Sénégal d'une manière générale, si on vote une loi, il faut des mesures d'accompagnement. Aujourd'hui, on a une loi. Tout le monde sait, parce que ça arrange tout le monde que l'avortement est interdit au Sénégal. Ça, tout le monde le sait. Mais pourquoi aujourd'hui, les gens ne savent pas que les mutilations génitales féminines sont interdites au Sénégal? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mesure d'accompagnement derrière, en fait, de l'État du Sénégal. Il n'y a pas cette volonté politique, en réalité, d'interdire les mutilations génitales. Parce qu'on ne veut pas, il y a la pression sociale, la pression de certains religieux qui sont là, qui vont te dire que oui, voilà, c'est normal, machin truc, la culture et tout. Mais pour moi, quand on est dans un état de droit, c'est à l'État de prendre ses responsabilités et de se dire que moi, j'ai pris des lois et ces lois-là, on doit les appliquer et avoir des mesures d'accompagnement derrière, de telle sorte que carrément la loi voilà mu ngi fii sama ko utiliser et que en fait elle a l'obligation de dénoncer. Parce que il faut qu'on puisse avoir, pour moi c'est ça en fait, avoir le devoir de se dire que oui, les cérémonies vont être organisées pour mutiler les filles. Il faut que je dénonce, en fait. Il faut que je dénonce. Et que c'est un travail aussi qu'on est en train de faire. Je sais que la société civile est en train de faire. Et que l'État, entre guillemets, doit faire. Pas entre guillemets, que l'État doit faire aujourd'hui pour que cette population se sente concernée et que tout un chacun d'entre nous se dit que, ah oui, il y a des cérémonies, il faut que je dénonce parce que c'est la vie. On ne parle même pas de droits humains. C'est la vie. Et la vie, elle est sacrée. La vie des femmes, en fait. C'est la vie des femmes. Et voilà quoi. Et que moi, je dois défendre ces... C'est carrément ça, parce que quand on parle de sacralité même de la vie, ok, si on dit vie tout court, c'est sacré. Mais quand on dit vie, c'est ça, je pense dans une société patriarcale, les gens vont dire, ok, c'est sacré. Mais tout en disant que, tout en pensant ou que peut-être la vie d'un homme vaut plus que la vie d'une femme. Oui. C'est depuis vraiment suñu waxee histoire que arrivé à un moment am na ñoo xam ne bu ñu juróon ay doom yu jigéen sax dañ leen di rey dans certaines sociétés. Parce que évidemment valeur bi ñu doon accordé jigéen bokkul ak valeur bu ñuy accordé góor et tout. Mais bu ñu jugee ci question mutilation génitale féminine xam nga ni c'est pas normal aujourd'hui quand on est dans des plaidoyers comme l'autorisation de l'avortement en cas de viol d'inceste. Est-ce que dans une société normale tu penses que certaines wala ay nit war nañu mën a trouver anormal de demander quand même l'autorisation de l'avortement en cas de viol et d'inceste? Moi, damay reetaani, mais c'est de reetaan nervosité là, en fait, ou bien benn dégoût là, en fait. Parce que c'est écœurant, je dis, en fait, que dans un pays, je commence même pas dans un état de droit, comme le Sénégal,
ou dans notre constitution, à travers l'article 96, il est clairement dit que les conventions, les traités que l'État du Sénégal a eu à ratifier et à signer et à ratifier ont une valeur supérieure à nos lois. Et que le Sénégal, en 2005, a signé et ratifié le protocole de Maputo. Et je répète, dans ce protocole de Maputo, l'article 14.2c demande aux États d'autoriser l'avortement en cas de viol d'inceste si la vie de la mère est en danger. Et qu'on arrive au Sénégal. Cela veut dire tout simplement, le protocole fait partie intégrale de notre constitution. Et que notre constitution n'est même pas appliquée au Sénégal. S'il s'agit d'élections, tout le monde se battait pour appliquer la constitution. Tout le monde se battait et tout le monde pensait que c'est normal, et c'est normal d'appliquer la constitution. S'il s'agit de politique, c'est normal d'appliquer la constitution. Mais s'il s'agit du corps des femmes, s'il s'agit des droits des femmes, on oublie la constitution. Et on ne se pose même pas la question à savoir, est-ce que ces personnes, c'est nos droits humains reconnus par le Sénégal et par notre constitution, ça ne doit même pas être normal qu'on se pose cette question-là. Je vais plus loin. Dans nos sociétés, dans nos communautés. Moi, je trouve que ce n'est pas une question qu'on devrait se poser. Une femme qui a été victime de viol, d'inceste, on devrait lui laisser la latitude de dire, est-ce que moi, je veux garder l'enfant ou pas? Dans mon papa, en fait. Est-ce que les gens sont en train de mesurer l'impact? On ne pense même pas à la victime. On pense à l'enfant. Oui, il faut penser. Qui n'est même pas un enfant. Et tout. On pense beaucoup plus on ne passe pas à la victime. Non. On à pense la personne, tout sauf à la victime. À la personne boo xam ne magam bu góor moo ko violé. Papa moo ko tëddee. Nijaayam moo ko tëddee. Tonton saay bi moo ko tëddee. Des filles de 12 ans. Des viols tout court, viols collectifs et tout. Et que ces personnes-là, ñu am ëmb ñu ne leen obligatoirement garder l'enfant. Garder l'enfant. Après, cette société hypocrite, j'ai envie de le dire, qui vont te rappeler que oui, diw ak diw ñoo bokk pap. Yaayam ak doom bi ñoo bokk pap. Magam bu góor moo jur xale bi et tout. Et l'enfant. Dafa mel ni nga baal ma dagguma la ci sa élan dafa mel ni dañuy am du plaisir, je sais pas, à c'est de la méchanceté en fait. C'est de la méchanceté en fait. C'est de la méchanceté et on le vit. Tu regardes des filles de 12 ans qui tombent enceintes. Tu sais qu'elles ont été victimes de viol. Et qu'on te dit, il faut que mu garde xale bi. Xale bu 12 ans, récemment, on gis nañ ko tës et tout. Comment xale bi dafa mujj décédé. Oui. Et nous tous, on est là. Mais non, c'est juste pour dire que, pour répondre à la question, c'est même pas normal. C'est des questions qu'on ne doit même pas se poser dans un état de droit et dans un pays normal. Dans un pays normal au 21e siècle, en 2024, on ne doit même pas se poser ces questions-là au niveau du Sénégal et de l'Afrique d'une manière générale. Sénégal et de l'Afrique. Et paradoxe, c'est ce li ngay wax, boo ñëwee ci code maintenant de la famille, où on va te dire, par exemple, tu n'as pas la possibilité am ay procédures pour rechercher la paternité de ton enfant, même si on est en 2024 où wax dëgg yàlla, je pense, on peut mettre à une fraction de seconde, on peut prouver avec la science s'il s'agit du père ou pas. Mais ça, on ne te l'autorise pas. Même si, en fait, le pire c'est quoi? On ne te l'autorise pas. Même si le pire, le gars, il dit que oui, bëgg naa ñu def test ADN et tout, et que ngeen def test ADN, et qu'il est avéré, moom moo jur xale bi. Il peut dire non. Dama ko reconnaître loi may na ko ko te amul lenn lu koy contraindre. Loi may na ko mu ñëw mu ne carrément je reconnais pas l'enfant. Même si test ADN ñëw na wane ne carrément yow waxa yaa jur xale yow xale bu góor bi waxa yaa jur xale bi et tout, tu peux dire que non, je reconnais pas. Donc le mec peut reconnaître que s'il veut reconnaître. Oui. Et dégg naa des années plus tard, il peut venir. Donc, juste pour vous dire que comment notre code, nos lois sont injustes et discriminatoires à l'égard des femmes. Et je pense que ça, c'est toujours moi qui suis obsédée depuis que j'ai commencé à faire cette série par voir partout où est ce fameux contrôle-là. C'est juste pour nous lancer un message, nous dire, OK, si de votre... Mais ça nous nerf parfois. Parce que quand ça nous tombe dessus, c'est quand on nous viole, quand on nous pousse à faire des relations qu'on ne désire pas. Mais même si... OK, tu désires ou tu veux en tant que femme d'aller faire un enfant, soo ko tegul ci cadre bi nga xam ni nii la justice wala la société et ses normes loolu le prédéfinir, après yow rek ak sa doom. Et même si yow rek ak sa doom, c'est pas toujours parce que beaucoup góor ki jugee feneen ni OK, je vais reconnaître parce que j'ai eu des relations, tout est facile.
tu as la possibilité, et qu'une fois que c'est acté, tu peux lui donner ton nom, l'enfant ne va pas avoir, la maman ne va pas pouvoir sortir l'enfant. Genre, quand j'en parle, moi, je deviens folle, en fait. Mais c'est normal, en fait. C'est normal de devenir folle sur ces questions-là. Et des fois, on dit que vous êtes très agressif sur ces questions-là. Je dis, mais on doit être agressif sur ces questions-là, en fait. Parce que nos vies en dépendent, en fait, en réalité. Sur ces questions de droit, c'est nos droits humains. Et si nous avons des droits, on doit négocier. C'est nos droits, en fait. On est dans des états de droit. C'est nos droits, on doit carrément en fait. On ne doit pas négocier sur ces questions de droits humains. Juste pour dire qu'en fait, et c'est un peu partout de manière générale. En Guinée, quand on nous dit que le père et l'homme, c'est lui qui compte, en fait. C'est la puissance paternelle, en fait. On donne ça le chef de famille, comme on l'utilise. En Guinée, on te dit, c'est lui le chef de famille. L'homme. Au Sénégal, c'est pareil. Dans d'autres pays, c'est pareil. On te dit, quand tu es chef de famille, tu as le pouvoir de décider sur l'enfant. Majoritairement, c'est toi qui as le pouvoir. Exceptionnellement, la femme, en fait. Juste pour vous dire que la notion qu'on donne chef de famille, et que, oui, c'est... on va même parler de comment, en fait, nos religions, je ne parle même pas de religion, de l'interprétation, ou bien du droit, de l'interprétation ou du droit musulman impacte, en fait, sur nos lois d'une manière générale. Et on nous dit que le Sénégal est un pays laïque. Et dans un pays laïque, comme le Sénégal, on va parler que, oui, l'homme a droit à la polygamie. Polygamie, à la polygamie. C'est une question. Parce qu'on doit en parler. On va en parler. On doit en parler sur ces questions-là. Donc, juste pour dire que, en fait, tout a été organisé par les hommes pour contrôler le corps et la vie des femmes. Oui, parce que, OK, nous aussi la polygamie avec tout ce qu'il y a dans le code de la famille. Dès le clin d'œil, que si un mec là, un homme dit, OK, je vais être monogame, moi, Demba, je décide d'être monogame avec Fatou. Apparemment, cette décision lui suit toute la vie. Hein. Même s'il divorce avec Fatou, il n'a plus la possibilité de se mettre dans un mariage polygame. C'est ça. Lolo moi, voilà. Non, mais genre monogamie en fait, à vie, quoi. Monogamie, et moi, je suis trop d'accord pour la monogamie à vie. Si, mais en fait, c'est de ne pas donner, en fait, c'est de dire aux hommes, si jamais... C'est de dire aux hommes, si jamais vous êtes monogame, c'est à vie. C'est ça, moi. Et moi, pour moi, c'est bien de le faire aux hommes parce que des fois, il faut qu'on rende les hommes. Non, mais, moi, je suis monogame. Bon, je crois être monogame jusqu'à preuve du contraire. Parce que dès que je suis donc, mais en fait, pour moi, lolo dañ ko def. Pour moi, les lecture je peux avoir tort, c'est subjectif carrément. Pour moi, c'est leur dire ne choisissez pas, quoi. Parce que yow tay mën nga ni man la Demba gis na Fatou, on est cool, déggante nañ, ça va, c'est l'amour de ma vie, ainsi de suite, toutes ces conneries qui te disent quand ils veulent t'épouser et tout. Mais OK, j'ai envie d'être monogame avec Fatou. Mais pour moi, la société devait lui donner, ou en tout cas le code, la possibilité de choisir un statut à chaque mariage, en fait. Alors moi, en fait, peut-être on n'est pas d'accord sur ça. Parce qu'en fait, il y a une différence quand on parle de droits humains des femmes. Oui. Moi, là, je donne pas ma position personnelle. Parce que pour moi, ma position personnelle, c'est autre chose. Mais maintenant, quand on parle de droits humains des femmes, la polygamie, aujourd'hui, peut être considérée comme l'une des violences qu'on peut faire à une femme. Évidemment. Parce que là, on parle de droits humains des femmes. Maintenant, pour moi, dans chaque pays, dans tous les pays du monde, on devait dire aux hommes, vous avez droit à une femme, en fait. Parce qu'en fait, si on se dit aujourd'hui, on est au Sénégal, on est dans un pays majoritairement musulmans et tout. Mais maintenant, est-ce que les hommes peuvent aujourd'hui, les conditions posées par l'islam, est-ce qu'ils peuvent? Je ne pense pas qu'ils peuvent. Moi, tu as les conditions. C'est pourquoi je dis, quand on parle de droits humains, moi, on entre sur la question de droits humains, je te dis, on doit dire aux hommes et une seule femme. Non, mais l'autre, c'est autre chose. Le fait que, oui, même si on se focalise sur la religion, parce que moi, je fais partie de celles qui pensent qu'en fait, au Sénégal, en tout cas, on convoque la religion quand ça nous arrange. Exactement. Et après, on met aux oubliettes quand ça ne nous arrange pas. Mais les conditions, Dieu qui dit, tu n'as le droit que si et seulement si. C'est ce qu'on traduit. Si et seulement si, tu es en mesure, si l'homme étant un être imparfait, c'est impossible. Pour moi, cette condition-là même
élimine la possibilité de faire la polygamie. Moi, je n'y crois pas. Les hommes vont te dire non, ñëpp mënoo leen bëggandoo, kii da nga ko bëgg A, kii bëgg B. Est-ce que le premier jabar nangu na? Parce que dans tout ça, il faut l'accord de ta première femme. Mais au Sénégal, comment ça se fait? Dañuy bàyyi ba jour yi ñëw ñu ne la dañu koy nëbb parce que lu ñu lay wax bu ko yëgee du antu. Donc, si on se focalise sur la religion, c'est pour ça que moi, à un moment donné, je disais, et j'y crois que la polygamie même, ce n'est pas une pratique religieuse, c'est une pratique culturelle. Ce n'est pas une pratique religieuse parce que si c'était une pratique religieuse, ci dëkk yi nga xam ni ñoom la ñuy jokk sur le plan religieux, on va dire Mecque et autour, Arabie Saoudite et autour, da ngay gis ni day doon pratique. Mais polygamie ni mu nekkee pratique fii ci Sénégal et dans des pays subsahariens nekkeewu ko dans les pays yi nga xam ne ñoom lañ ni ñooy nekk entre guillemets la référence sur le plan religieux. C'est clair, mais dans tout ça, il faut juste se dire que dans tout ça, on est en train de violer les droits humains des femmes. C'est ça. Parce que dans tout ça, qu'est-ce qu'on cherche en réalité? C'est le plaisir de l'homme. C'est ça. Qu'est-ce qu'on cherche en réalité? C'est la liberté de l'homme. Est-ce que on pense à la femme, en fait, à la première ou bien à la deuxième? Parce que peut-être il y aura une troisième, peut-être il y aura une quatrième et tout. Donc moi, en fait... non, moi je suis d'accord. En dehors polygamie, je suis d'accord. Mais le problème, bi ma bëgg ñu wax ko mooy aussi ñu gis ni toujours si perspective contrôle génnuñu fa. Parce que bu doon justice rek ak permettre à chaque personne de faire ce qu'elle veut, ni ñu ko accorder les hommes, on allait l'accorder aux femmes. Exactement, je voudrais terminer par ça. Voilà. Parce qu'en fait, juste pour dire qu'en fait, il n'y a pas cette livre-là, en fait. Parce que quand on parle de droits humains, quand on parle d'égalité, si on devait rester dans le cadre du droit et qu'on nous dit l'homme a droit à avoir 4 femmes, pourquoi pas dire la femme a droit à 5 hommes? Non, en fait, parce que là, c'est pas l'égalité. Parce que c'est des croyances, c'est la religion, c'est nos gom-gom, comme on le dit, c'est notre culture qui dit la femme. Parce que tout simplement, tu dois te marier, tu dois avoir des enfants et tout. Reste, toi, si bien nous savons quand sa papa et d'homme. Mais que Gorki, oui, tu es un jeune homme. Et les hommes au Sénégal, c'est le principe maintenant parce que notre président et notre premier ministre, c'est des polygames. Donc, c'est juste pour dire que dans tout ça, on ne regarde pas l'intérêt des femmes. Non. Dans tout ça, c'est l'intérêt des hommes. Et dans tout ça, on contrôle la sexualité des femmes. C'est ça. Amul leneen. Mais même si fait que religion bu ñuy wax parce que nous sommes au Sénégal, du nii la ko Yàlla bëggee woon, du nii la ko Yonent bi bëggee woon, du nii lañ ko digle woon. Polygame Yàlla dañuy fekk ñu ni dañuy sàmm xeetu Seydina Mohamed dañuy yokk. Donc yow mi nga xam ni góor nga. Te sax bu ñu xoolee origine bi lan la woon parce que dafa amoon saxaaba yu demoon ñëw génn àdduna ñu jël seeni soxna pour mën a jàppale leen gën a protéger parce que ñu waxaat ko une fois. Je pense que la religion musulmane est comme toutes les autres religions, en tout cas particulièrement la religion musulmane parce que foofu la ñu jokk jàpp nañ ni day religion bu nga xam ne dafay valoriser la femme. Donc buñ ko tegoon dans les normes yàlla mi nga xam ne ci l'islam fu mu ne al muuminiini war na am muuminaati. Ô mes croyants, ô mes croyantes. Tu vois égalité ak gëddal jigéen weesuwul loolu mais ñun ak suñuy réalité socioculturelle patriarcale ak ni ñu ko bëggee ñoo koy interpréter nu mu ñu neexee. C'est clair. Tu vois mais di nga gis ne yi ñu fi abordé yëpp. Tey aujourd'hui on a parlé des mutilations génitales féminines. Lan la si l'islam wax. L'islam wax na ci. Et je pense que ñi doon liggéey pour abolir loolu sax dañ doon indi les arguments religieux. Exactement. Aujourd'hui quand on parle d'avortement médicalisé li ko prédécé li ko jiitu mooy lan le viol. Lan la Yàlla wax si njaaloo ñu ni l'islam pour l'islam ok nañ ko pratiquer. Ku njaaloo ba ñu jàpp ni yow da nga njaaloo liggéey lay daan xam nga ko te liy firndeel ni aujourd'hui kii da nga ko tëddee tey mooy ce que la technique ou la science a apporté. Exactement. Et je pense que tey bu ñu doon contextualiser diine ak jamono ji doon wax li prouver ni rek ni njaaloo am na fii bu ñu demee ba prouver scientifiquement nii ci ay thème ci ay résultats yi dul dañ ni yow tëddee nga kii loolu rek pour man doy na pour daan ba ñu wax ci l'islam appliqué wu. Mais yooyu yëpp dañuy gëmm wax nañ ko quand on a fait l'épisode 1 sur cette sexualité contrôlée tey njaaloo bi ni ñu def ba tey bu ñu nee njaaloo jigéen ñi rek la ñuy xalaat du ñu xalaat góor ñi. Mais oui, mais en fait, mais c'est ça en fait parce que qu'on le veuille ou pas, on est dans des pays comme le Sénégal, en Afrique ou bien d'une manière générale, les pratiques, la société a des impacts très très néfastes sur nos lois, mais sur la manière dont nous vivons. Que ce soit la polygamie, que ce soit les mutilations génitales, que ce soit l'avortement médicalisé d'une manière générale, tout ça, on nous dit, c'est régi par nos codes. Et tout ça, c'est contrôler la vie des femmes. Et que pour moi, aujourd'hui,
on a parlé de beaucoup de ces questions, que ce soit l'avortement, les mutilations génitales, le mariage et tout. Mais maintenant, en fait, comment nous, en tant que société, comment en tant que... La critique féministe que nous devons avoir de tout ça, c'est de se dire que c'est pas normal, en fait. C'est les hommes qui ont décidé pour nous. Comment nous, en tant que féministes, comment nous, en tant que juristes, comment nous, en tant que journalistes, comment nous, en tant que psychologues, pouvons contribuer à éradiquer tout ça, à enlever ces discriminations que nous vivons en tant que femmes. Je pense que ce travail même que tu es en train de faire, et ce travail qu'on est en train de faire, de voir aujourd'hui qu'est-ce qui ne marche pas dans nos lois. Et je le disais au début, aussi bien au Sénégal, au Mali, dans le Sahel d'une manière générale, on a les mêmes problèmes. Aussi bien sur la question des mutilations génitales. C'est pourquoi quand, en fait, au Mali, il y a eu des personnes qui se disent abrogeons la loi, tout le monde au Sénégal, on s'est mobilisé. Oui. Comment en Gambie, parce que tout simplement on savait que en fait su ñëwee Gambie peut-être mu yegg ci Sénégal. Oui. Et ça aussi doguma la, on note aussi que les peu de lois qu'on avait, parce que voilà ñu ngi koy perdre de plus en plus, ça se passe un peu partout à travers le monde où on se lève un jour et qu'on voit déjà une loi voilà abrogée ou carrément éliminée. Et c'est ce que nous voulons pas, parce que nous en fait je pense qu'on doit être jalouse des acquis qu'on a. Sur les questions des droits humains. Parce que je le rappelle, en 2004, avant 2004, on n'avait pas le droit d'aller à l'école, d'une manière générale en fait. C'était pas une obligation pour tout le monde d'aller à l'école. Des personnes, des juristes, je fais un clin d'œil à l'Association des femmes juristes sénégalaises, et d'organisations de la société civile sont battues aujourd'hui pour que ça soit une réalité. Parce qu'avant 2004, on n'avait pas l'obligation d'aller à l'école pour les enfants de manière générale, mais plus précisément pour les filles, parce que c'est les filles qui n'étaient pas à l'école. En 2004, on s'est battu pour avoir une loi aujourd'hui qui permettrait aux filles d'aller à l'école. Les enfants de manière générale, tout en sachant que derrière, c'est les filles. Et pour moi, c'est important de le dire, c'est qu'on a ces acquis-là qu'on doit conserver. En 2012, on a eu la loi sur la parité qui instaure aujourd'hui la parité absolue dans les instances de prise de décision, dans les instances électives ou semi-électives au niveau du Sénégal. Et aujourd'hui, l'histoire, je ne sais pas, nous donne raison. C'est exactement. Parce qu'on a des nombres de femmes satisfaisantes que dans ces instances où la parité est exigée. Mais c'est clair, en fait. En 2012, des femmes sont battues pour avoir cette loi-là. Mais en 2024, la loi n'est pas du tout appliquée de manière générale parce que la parité n'est pas dans l'Assemblée nationale. On n'a pas l'Assemblée n'est pas paritaire. Dans la confection de l'X, à Dakar, on a eu que voilà, c'était pas paritaire. Heureusement, après, ils se sont rattrapés. Et dans beaucoup de localités aujourd'hui au Sénégal, la parité n'est pas appliquée. Mais dans les postes nominatifs, tu vois, quand ils ne sont pas obligés, ce qu'ils sont capables de faire. Ils font ce qu'ils veulent, mais c'est clair. Je revenais sur ça. Parce qu'on a gagné des étapes sur les instances électives ou semi-électives. Mais maintenant, revenons aujourd'hui au poste où c'est la volonté du président, du Premier ministre et tout de nommer. Aujourd'hui, on a combien de femmes ministres au Sénégal? C'est pas 13%. Je parle même pas de nomination, on parle des ministres. On n'a que 4 femmes ministres. Oui, demandons le pourcentage. Pourcentage et tout. Non, le pourcentage, c'est des bris. On va dans nos entendements, 13%, c'est bris. Mais on n'a que 4 femmes ministres dans un pays comme le Sénégal. Où on a des universitaires femmes, on a des médecins femmes, on a des femmes compétentes à tous les niveaux. On nous dit qu'on n'a que 4 femmes ministres. Les nominations, n'en parlons même pas. Juste pour dire qu'en fait, on a eu raison sur la communauté. On a eu raison dans ce Sénégal-là. Parce que là, ils sont obligés, et même on n'arrive même pas à respecter la loi sur la parité. Autre chose qu'on a eu à avoir, et moi c'est important de relever, avant 2013, on ne pouvait pas donner la nationalité à nos enfants, nous en tant que femmes. Et pour moi, c'était une discrimination énorme. Pourquoi? Parce que tout simplement, moi je suis une femme, je me marie, j'ai un enfant avec un étranger, j'ai un enfant, je ne pouvais pas donner la nationalité à mon enfant. Et l'homme, il pouvait le faire. Pour qui on fait les enfants? Autre chose. Je pense qu'on doit se poser cette question. Autre chose. Les hommes, quand ils se mariaient, ils pouvaient donner la nationalité à leurs épouses. Nous, on ne pouvait pas. On ne pouvait pas. Et en 2013, mais on nous, a eu... qui sommes-nous? Parce qu'on est des femmes, on est réduites à être femmes d'une manière générale. En fait, en 2013, on l'a eu avec le travail énorme des organisations de la société civile de manière générale. Et pour moi, il faut ressortir. Et du jour au lendemain, ça peut sauter, en fait. Et pour nous, la régression de nos droits. En 2020, on a eu la loi criminalisant le viol. En 2020. En 2020, on l'a eu.
En 2020. En 2020. Qu'en 2020. Et même, on l'a eu en 2020. Mais des mesures d'accompagnement. Aujourd'hui, voilà, on voit ce qui se passe. Parce qu'une loi, c'est bien d'avoir des lois. Et c'est excellent pour nous en tant que juristes. C'est l'idéal d'avoir des lois favorables aux femmes de manière générale dans un état de droit. Mais derrière, les mesures d'accompagnement qui doivent permettre aujourd'hui de faciliter aux victimes la justice. Aujourd'hui, le travail qu'on doit faire au niveau de la prise en charge holistique des victimes, de l'excision et d'une manière générale, en fait, parce que on a oublié de le dire, en fait. Parce que, oui, des fois, on est trop focus pour dire que, oui, le plaisir quand on enlève, quand on excise la fille et tout, mais en fait, derrière, comment on peut accompagner la personne? Évidemment. Cet accompagnement holistique qu'on doit faire au niveau sanitaire, au niveau juridique, mais au niveau même de sa sexualité. Parce que Dr Jean nous disait, il ne faut pas mettre le focus sur le plaisir seulement. Parce que le plaisir ne se résume pas au clitoris, en fait. Mais... Donc, ces personnes-là, en fait, c'est l'élément central. C'est ça. Mais du moment où cette personne-là n'a plus le clitoris, comment on peut faire pour l'accompagner de telle sorte que cette personne-là, aussi bien au niveau sanitaire, au niveau juridique, au niveau psychosocial, comment elle peut faire aujourd'hui pour avoir le plaisir ailleurs? Donc, pour moi, c'est important que ces personnes-là, qu'on ne les oublie pas. Je pense on va en parler dans l'épisode avec Dr Babou. Voilà, clin d'œil à Dr Babou. Autre chose pour moi qui est important, c'est cette loi qu'on a eue. La loi criminalisant le viol. Mais maintenant, on a la loi. Les mesures d'accompagnement doivent suivre, en fait. Comment les mesures d'accompagnement doivent suivre? Combien de personnes ont désisté en allant porter plainte devant le commissariat? Parce que tu es stigmatisé. Parce qu'on te dit, l'eau solone. L'offre défi la culture du viol, la culture du viol. Les réseaux sociaux ne nous aident pas. Et oui, elle a fait ceci, comme ça, comment elle a écrit ceci, c'est pourquoi elle a rigolé, et finalement, comment elle a regardé, comment elle charmait le mec et tout. Et on fait un focus sur ta vie d'avant. Même comme si tout ce que tu as eu à faire, comme si ça peut justifier le viol. Juste pour dire que à la police, tu dis non, mais je suis fatiguée, je ne peux plus. Tu vas, en fait, au niveau sanitaire. Peut-être des fois, à la police, ça passe. Au niveau sanitaire, quelle est la personne que tu vas trouver? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que toi, en tant que victime de viol, est-ce que tu es prête à avoir un homme pour te consulter? Est-ce que la personne que tu vas, qui va être là-bas, est-ce que la personne est assez sensibilisée sur les questions des droits humains des femmes? Peut-être pas. Et dans un hôpital, il y a une preuve, non les rérés. On va au niveau beaucoup plus stratégique, au niveau des magistrats. Mais c'est un problème parce que les magistrats, peut-être, aujourd'hui sur la question des conventions qu'on a eu à signer, même s'ils le savent, ils font comme s'ils ne savaient pas sur beaucoup de questions. Donc, le travail pour moi aujourd'hui, le travail d'accompagnement pour ces victimes-là, c'est c'est un travail que le ministère doit faire, en fait. Un clin d'œil à notre ministère de la famille et des solidarités. Pour nous, les femmes, on est là, on existe sur beaucoup de questions. On ne vous entend pas sur les violences que les femmes sont en train de vivre au Sénégal, mais voilà, on fait un coucou. Juste pour dire qu'aujourd'hui, cette prise en charge holistique, c'est un travail que le ministère doit faire, en fait. C'est-à-dire aujourd'hui, oui, il y a des organisations qui sont là en train de faire la prise en charge juridique. Mais la prise en charge juridique ne suffit pas en tout. Mais aujourd'hui, comment tu vois la survivante va réagir? On te dit, tu vas à Pékin pour la prise en charge juridique. Après, on te dit, va au plateau pour la prise en charge psychosociale. Va à d'autres pour... Mais comment on peut avoir à Yumble, je ne sais pas, whatever, à Pékin pour avoir la prise en charge? Tu répètes l'histoire. Tu es fatigué, tu es stressé. Et même, finalement, des fois, tu te perds. Tu n'as même pas de quoi te payer le transport. Oui, des fois, tu te perds. Et juste pour dire qu'aujourd'hui, ce travail de nos lois, on a des lois qui sont... Il y a des lois qui sont favorables aux droits des femmes. Comment on peut faire ce travail? Le ministère, l'État doit faire pour... On est en train, nous, en tant que société civile, on est en train de faire, en tant que féministes, on est en train de faire notre partition. Mais l'État aussi doit prendre ses devants aujourd'hui. Avoir des centres d'accueil holistique des victimes. Pour moi, on doit commencer par ça. Parce que moi, des fois, en fait, les femmes, la répudiation, elle est interdite au Sénégal, mais on le fait. Du jour, on parle de répudiation, il y a une différence. La répudiation, elle est interdite au Sénégal. Genre, moi, je me dis que je suis sama kër. Nga gàddu say bagages ne ma dàq naa jënd say kër et tout. Mais il y a un problème, en fait. Abandon de domicile conjugal et tout. Il y a beaucoup d'autres. Là, nga dem marié ou plus tard, tu n'as pas le divorce. Tu n'as pour bigamie. Il y a d'autres problèmes. En fait, c'est pour te dire à quel niveau on n'est pas en sécurité au Sénégal. Et que donc, tout est fait contre nous, quoi. Contre nous, en réalité. C'est pour dire qu'à l'État du Sénégal, au ministère, nous, on est en train de faire
avec nos moyens, on est en train de faire ce travail-là. Mais on a besoin des centres de prise en charge holistique de ces victimes-là. Parce que moi, quand je suis victime de viol chez moi, de mon père ou bien de mon cousin, j'ai besoin d'aller quelque part. Et s'il n'y a pas de centre qui peuvent me dire bien sécurisé, qui peuvent me permettre d'y aller, de rester 3 jours, c'est pas 4 jours, le temps que cette personne-là soit emprisonnée ou bien enlevée de mon environnement immédiat. Donc, c'est problématique. Juste pour dire que ce travail-là, c'est un travail de l'État sénégalais normalement. Et qu'on appelle à plus de présence sur ces questions de droits humains des femmes. Effectivement, non, mais c'était magnifique, c'était super. Comme nous avons comme on dit, on a beaucoup plus parlé français qu'en Wolof. Mais j'espère aussi que nous avons une idée de l'info. Et comme nous l'avons dit, souvent quand on parle de violence, quand on parle du système de la domination, des mécanismes, mais en réalité, depuis que nous commencé à dire ben par ben, gis ngeen bi passé ci médecine bi naka la démé tay gis ngeen sur le plan juridique yo xamni ni leer na ma ni amna ci ñoo xamni xamuñu ni won ci sax existé na et pourtant ça existe ci neneen ak neneen ci nonu ngeen di gisé comment ces mécanismes là sont faits pour contrôler le corps, pour nous priver de notre liberté parce que ce système favorise les hommes, parce que les hommes pensent qu'ils doivent avoir le dessus sur les femmes. Et quand on parle encore d'hommes, ce n'est pas des individualités, mais l'entité qui représente dans un système patriarcal. Et c'est de cela, en réalité, qu'il s'agit. Exactement. Moi, en fait, j'aimerais terminer par... Si on termine, c'est un élément qui est, pour moi, un élément essentiel. C'est, en fait, comment nous devons faire de telle sorte que les lois soient favorables aux femmes. Je demanderais, d'une manière générale, aux États, d'une manière générale, aux États africains, au Sénégal, à l'Afrique d'une manière générale, d'aller vers l'harmonisation de nos textes. On a des lois qui sont discriminatoires et c'est le travail du ministère qui nous a donné le document pour dire que c'est discriminatoire. Allons vers l'harmonisation de ces textes-là par rapport aux conventions internationales ou bien sous-régionales. J'ai envie de parler du protocole de Maputo qui protège les femmes. Autre chose pour moi qui est essentielle, on va vers, pour moi, l'éducation. L'éducation de nos enfants, l'éducation des jeunes. Comment on peut intégrer dans l'éducation des enfants, au niveau scolaire, au niveau universitaire, l'éducation aux droits humains. Pour moi, c'est important. Parce que si on a des enfants conscients des droits humains, des droits des femmes, on aura réglé beaucoup de questions. Autre chose pour moi qui est assez importante, c'est comment, en fait, insérer dans la formation des policiers, dans la formation des gendarmes, dans la formation des sages-femmes, dans la formation des avocats ou bien des magistrats, la question des droits humains, assez large en fait. On doit former ces personnes-là parce que c'est les personnes qui sont les premiers concernés quand on parle de violence. Et que ces personnes-là, si ces personnes-là ne sont pas sensibles, si ces personnes-là ne connaissent pas ces droits humains, des fois, ils ne savent même pas que c'est une violation. Donc, pour dire que la scène de la prise en charge doit être holistique. Et les personnes qui sont autour, ces personnes-là doivent être formées à ces questions de droits humains. Et pour moi, j'ai foi, en fait, à la jeunesse, en fait. Je crois à l'éducation de nos enfants. Et moi, je compte énormément parce que, comme on le dit, Libé a l'habitude de le dire, on n'a pas le temps pour refaire l'éducation des hommes. Mais on peut travailler sur des enfants en insérant la question des droits humains à l'école. Et c'est bénéfique pour eux en tant que filles et en tant qu'hommes, un garçon, mais aussi c'est aussi bénéfique pour les filles. Parce que pour moi, on ne peut pas se développer en laissant à rate la majorité de sa population. On ne peut pas se développer aujourd'hui en laissant à rate les filles. Et les femmes sont l'avenir d'un pays. Moi, j'y crois fortement. Et si aujourd'hui, ça ne marche pas au Sénégal, si on a eu 5 présidents, c'est des hommes, et le Sénégal n'arrive pas à marcher, pourquoi pas ne pas donner ce pays-là à des femmes peut-être qui pourront voilà, nous sortir de la pauvreté. Il n'y a pas de peut-être, ça va le faire. Si on donne le pays, on va sortir du Sénégal de la pauvreté. Donc, je pense que Ouaha, c'était un plaisir. On a parlé de tout, de la législation. Parce qu'on ne peut pas parler seulement de législation, parce que les normes sociales, la religion, ils ont des impacts directs sur nos lois d'une manière générale. Donc, allons vraiment, modifions le code. Le maître mot, c'est modifions le code de la famille. On termine avec modifions le code de la famille. Et oui, en ce qui nous concerne ici au Sénégal, mais je suis certaine que dans d'autres pays, il y a une priorité. Et le fait de devoir faire, pour moi, le fait de faire le travail sur relever les lois discriminatoires à l'égard des femmes, c'est un aveu.
Ça montre que voilà, c'est aussi visible que ça n'a pas été équitable et que comme on le dit, le féminisme vise à rétablir la société, à se départir de ce système-là parce que dañu jàpp ni système qui favorise les inégalités là. Et donc quand on parle d'équité, d'égalité, on ne veut pas dire qu'on va dire aux hommes allez, on va prendre vos places, mettez-vous à côté, non. On veut juste que les choses soient équitables. Mais s'ils sont incompétents aussi, nous si on est beaucoup plus compétentes, on vient au récupère. Mais on vient au récupère. Mais pour le moment, équitable parce que Platon, quand tu et Platon c'est avant Jésus-Christ même, il disait que quand tu utilises la richesse, quand tu mets à côté les compétences des femmes dans un pays, c'est comme utiliser la richesse d'un pays en moitié. Je te jure. Donc depuis moment, il avait compris et c'est ça, c'est de cela qu'il s'agit, qu'on est aussi compétente et qu'on peut apporter notre pierre à l'édifice. Donc sur le plan juridique, di ngeen gisaat ci yeneen aspect dans votre point de vue féministe. Merci Dieynaba pour la générosité, la pertinence, la détermination et l'engagement. Et ces internautes, on vous donne rendez-vous ci beneen épisode ak beneen invité. D'ici là, portez-vous bien. Jërëjëf.